Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro. Je vais très bien, moi je crois que vous allez aussi bien. Aujourd'hui, l'actualité tourne autour de la question de l'UDPS, la question de la Mouka, mais les positions de Katumbi, mais surtout la question sur l'identité politique du Congo. J'aimerais bien, mesdames et messieurs, discuter avec vous sur le problème que nous avons, parce que l'actualité tourne autour de cela en réalité. Forum des As, titre Paris de Katumbi, réconcilier Fachi et Fayoulou. On peut aider son pays sans pour autant entrer au gouvernement, a estimé par ailleurs le leader de Ensemble lors de sa conférence de presse hier. Le perchoir du Sénat, deux camps s'affrontent au sein du FCC. Le PPRD ayant déjà son escarcelle, la présidence de l'Assemblée nationale et la primature, les autres sociétaires de la méga plateforme kabiliste entendent diriger le bureau de la Chambre haute. La CIME s'est dit indignée par le propos du pasteur Eric Nsenga de l'ECC. Sylvestre Ilunga assure le président Félix Tshisekedi de sa confiance, titre Le Pacifique. Aussi un nid de criminels de la trempe de la sénatrice Francine Mouyumba. Voilà. Une ONG humanitaire pour restaurer la dignité des originaires de la Tchouapa. L'initiateur est signé Maître Guy Londo Boyo, sénateur. Alors, il faut parler aussi de la pression qui est maintenue sur la composition du gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Nous allons parler aussi en même temps de Moïse Katumbi. L'UDPS s'est battu pendant plus de 30 ans. Les vrais militants de l'UDPS qui se sont battus doivent occuper des postes. Ils se sont battus pour le changement dans le pays. Je vois très mal comment Moïse Katumbi va chercher à occuper un poste gouvernemental. Les députés de l'UDPS exigent la mise en place d'une présidence à 3 avant le retour de la dépouille du président Étienne Tshisekedi. Les groupes parlementaires UDPS désavouent le duo Kabouya-Kaboun et exigent la mise en place du directoire avant l'arrivée du corps du Sphinx de Limete. Katumbi appelle à l'ouverture d'un bureau pour recenser toutes les victimes de l'Est du phénomène Kameno Sampou et du combat de la démocratie. Nous allons parler aussi de Moïse Katumbi encore, qui promet de lutter contre la corruption et les trafics d'influence. Je reste dans l'opposition. Il y a le Premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider le pays sans être au gouvernement, car j'aime rester constant dans ce que je fais. Messieurs et dames, parlons maintenant de notre identité politique. C'est très important parce qu'il faudrait enseigner à nos enfants, surtout ceux qui pensent que le Congo est un pays vendu, qu'ils puissent comprendre que le pays n'est pas vendu. Ce sont les hommes congolais qui ont été eux-mêmes vendus parce que prisonniers de la chair, prisonniers du verbe avoir, et c'est quand même une honte d'avoir une classe politique telle que nous avons aujourd'hui. Des gens qui font la politique non pas pour régler le problème de la société, mais des gens qui font la politique pour s'enrichir. Ces gens n'ont pas honte, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont aucune identité spirituelle, ni morale, peut-être pas d'éthique. Ce qui les préoccupe, eux, c'est manger, consommer et vivre. C'est tout ça. Ils ne pensent pas à la prochaine génération, ils ne pensent pas à ce qui peut venir après, ils ne pensent pas 20 ans plus tard. Tout ce qu'ils pensent, c'est maison, voiture, habits, plusieurs femmes, beaucoup d'enfants, luxe. C'est ça dans leur tête. Malheureusement, c'est les types de politiciens que nous avons. Des gens qui ne rêvent que quand ça sera leur tour pour qu'ils puissent piller le pays. Ces gens sont légers dans leur compréhension des choses, ils sont
très faibles dans leur analyse et généralement incapables de proposer des pistes et des solutions. Ils sont constamment dans l'opposition parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que de s'opposer même à rien, même contre les vents. Ce sont des gens incapables de discuter, ils s'énervent très facilement parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils insultent parce qu'ils ne connaissent que ça. Et en réalité, ces gens-là ne pourront rien amener au Congo parce que nous avons vu leur politique. Ce pays est en train de souffrir depuis 1960 parce que le type de politiciens que nous avons eu, c'est le type de politiciens qui n'ont eu aucune idée du changement, aucune idée de développement, aucun projet de développement. Ce dont ils se préoccupaient le plus, c'est justement le fait de comment nous allons faire pour nous enrichir, comment nous allons faire pour rester longtemps au pouvoir. La consolidation d'un système dictatorial a été disons, au cœur des réflexions de tous les politiciens pour la plupart des cas. C'est-à-dire, pour eux, c'était mettons quelqu'un au pouvoir, protégeons-le jusqu'à ce qu'il va finir pour que Bissoto n'a pas avantage. Et c'est le type de politiciens que nous avons au Congo, malheureusement. Vous le trouvez en province, vous le trouvez à l'État, vous le trouvez à l'échelle internationale, c'est les mêmes politiciens qui n'ont aucun projet. Ils peuvent sacrifier toute une génération parce qu'ils doivent, eux, se retrouver dans une petite affaire. Ce sont des hommes de peu, malheureusement, mais dont on donne aujourd'hui beaucoup d'importance dans ce pays. Des gens qui, même quand ils ont eu à travailler, même quand ils ont eu à gérer un secteur, ils l'ont géré tellement dans la médiocrité, mais aujourd'hui, quand même, ils ont des leçons à donner aux gens, mais malheureusement, ces gens-là, on les écoute toujours, et c'est ce qui est très grave. Mesdames et messieurs, notre société est en train de se mourir, mais personne ne lève son doigt pour dire « nous allons dans la mauvaise direction ». Nous sommes dans une sorte d'élite faussée, où l'élite est supposée trouver des solutions aux problèmes, mais nous sommes dans une situation où l'élite congolaise est devenue elle-même le problème. Parce que l'élite est allée chercher à manger, à boire, est allée chercher à s'enivrer. Elle n'est plus la sentinelle, cette sentinelle qui garde la société, qui peut voir le mal de loin et crier, qui peut voir le mal de loin et demander aux autres de se ranger afin de faire face à cet obstacle. Non, nous sommes allés droit dans le faux, droit dans le trou et personne ne peut dire quoi à quelqu'un. J'estime humblement que ce pays n'a pas eu de chance depuis 1960. Regardez l'époque de Mobutu. Vous allez vous rendre compte, même avant l'époque de Mobutu, on a eu des jeunes qui se sont battus pour un idéal beaucoup plus grand que leur petite famille, beaucoup plus grand que leur avenir, je vais dire ça comme ça. Regardez M. Lumumba, il n'a pas 40 ans quand il pense qu'il faut détruire cette industrie qui produisait la colonisation. Lumumba s'est battu à cela, sacrifiant sa femme et ses enfants, sacrifiant son avenir. Du haut de sa trentaine, monsieur pouvait dire je vais faire autre chose. Il pouvait s'aliéner, il pouvait s'aligner, il pouvait se ranger, il pouvait accepter de faire des compromis. Mais il a dit non. Il s'est battu pour que l'histoire du Congo soit écrite par les Congolais eux-mêmes. Il s'est battu pour que celui qui est à l'est, à l'ouest, au nord puisse se retrouver autour d'un idéal et qu'on puisse tous conjuguer l'avenir d'un pays radieux. Il s'est battu pour que l'on installe un système de justice, un système de distribution normal afin que tout le monde se retrouve dans ce qu'il fait. Je pense encore de Paul Maurice. C'est des gens qui étaient jeunes, 32 ans, 31 ans, 32 ans. C'est quelqu'un qui laisse ses enfants, qui ont besoin de l'appeler papa. C'est des gens qui pensent au pays beaucoup plus que leur petite famille. Ils auraient dû fuir, ils auraient dû intégrer notre système. Ils auraient dû passer du côté de l'oppresseur. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je ne connais même pas ce que les enfants de Paul Maurice, de Joseph Okito sont devenus. On ne sait pas. Seul Dieu sait. Qui sont-ils aujourd'hui? Avec quel type de frustration ces enfants ont grandi? Sans un père. Et quand vous entendez, quand les gens parlent de vos parents, on parle d'eux de façon vraiment désintéressée, un peu comme si c'était des gens, c'était des petits messieurs. Pourtant, des gens qui se sont battus pour un idéal. Et ces gens-là se sont battus. Aujourd'hui, des profiteurs sont arrivés, des jouisseurs sont arrivés. Et ils commencent même à donner des leçons aux gens, comme quoi eux sont des exemples à nous donner. Aujourd'hui, si De Gaulle se réveille en France, je crois qu'il va être content. Il verra le nombre d'immeubles qui ont été construits. Il verra la qualité de la justice qu'il y a aujourd'hui. Il va voir les infrastructures. Il verra certainement l'idéologie de la France persister. Il va le voir. Il sera peut-être content. Il sera peut-être déçu pour d'autres choses. Mais dans beaucoup de choses, sur le plan général, sur le plan du développement, sur le plan de la croissance économique, il sera très content. Peut-être quand il verra les gilets jaunes, il va se déranger un peu. Mais en tout cas, il verra dans son ensemble que le pays va encore un peu mieux. Si Winston Churchill aujourd'hui, René,
Il va poser la question à Gaborone, il posera la question à Tony Blair, il leur dira, mais comment vous avez fait pour construire encore ce pays plus beau qu'avant? Le rêve qu'on avait, nous sommes dans un rêve aussi meilleur. Peut-être qu'il va être contredit, il sera peut-être pas d'accord avec le Brexit, mais il sera quand même d'accord avec l'évolution, avec le développement de l'Angleterre. Aujourd'hui, si Queen Adams renaît, aujourd'hui, si l'icône renaît, vous savez, si Lincoln renaît aujourd'hui, Abraham Lincoln, s'il renaît, il revient au monde, on lui dit, Obama était président de la République, il dira, ah bon, j'avais donc droit, j'avais donc raison. Aujourd'hui, les autres, s'ils se réveillent, ils se diront, mais oh là là, quelle beauté. Mao, s'il se réveille aujourd'hui en Chine, mais Mao sera l'homme le plus content du monde. Il va se dire, mais je n'avais pas laissé ça, j'avais juste posé les jalons, et vous avez fait mieux que moi. En tout cas, coup de chapeau, bravo à vous. Bon, il ne sera peut-être pas très d'accord avec le vol des Chinois et tout ça, mais il sera d'accord sur la plupart des cas, sur la question, le développement de la Chine. Mais posons-nous la question aujourd'hui, nous, en Afrique, si nos aïeux reviennent au monde, reviennent à la vie, est-ce qu'ils seront fiers de nous? Si Lumumba vraiment, Paul Maurice, Joseph Okito, Pierre Moulele, tous ces gens-là, s'ils reviennent sur Terre aujourd'hui, seront-ils d'accord avec nous? Quand ils vont voir ce que nous sommes aujourd'hui, quand nous savons qu'à l'époque, entre 1960 et même 79, le Rwandais rêvait venir au Congo. Ils pensaient toute leur vie venir vivre ici chez nous. Quand on était à Bukavu et qu'on partait au Rwanda, on nous touchait même sur la peau pour savoir et on pensait que les gens venaient de l'Europe. Parce que les conditions étaient tellement bonnes. Mais aujourd'hui, si Lumumba revient, il regarde la question politique aujourd'hui, même ceux qui portent son nom, il dira mais c'est pas possible. Le Congo, je sais pas, mais on a travaillé dans notre propre sous-développement. On dirait nous avons entretenu notre malhonnêteté, notre malheur, notre désordre. Nous sommes un pays qui entretient son désordre. À cause de qui? Mais à cause des politiciens, des renégats, des farceurs, des fossoyeurs. Mais je ne comprends pas un peuple amnésique. Un peuple amnésique, des gens qui vous ont détruit, qui vous ont mis dans ces conditions-là, et ils viennent quand même devant vous, ils vous parlent de choses et vous les écoutez. Pire encore, vous les suivez. Et pendant que vous les suivez, sous la pluie, sous le soleil, vous n'avez pas mangé, vous n'êtes pas en train de travailler. Ce sont eux qui prennent votre argent, mais vous les suivez quand même. Mais je me pose la question, quel peuple? Quel peuple sommes-nous? On devrait avoir honte. Toi, tu vas à l'hôpital, mon frère congolais. Tu vas à l'hôpital, ta sœur meurt. Pas parce qu'elle est très malade, mais parce que tu n'as pas d'argent. Alors que tu travailles dans une entreprise de l'État. Alors que tu travailles, mais qu'on n'arrive pas à te payer. Mais tu apprends que la fille du ministre a fait justement, en tout cas, des migraines. Simplement, la migraine. Mais le monsieur, la fille ou le garçon va en Europe pour se faire soigner. Déjà, le prix de son billet peut guérir ta maladie. Le prix de son billet peut guérir ta maladie. Mais elle va se faire soigner en Europe avec le frais de l'État. C'est-à-dire ton argent à toi. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Mais quand on le dit, oh non, Christian, là, tu commences à nous déranger un peu. On ne vous dérange pas, on vous dit que nous ne pouvons pas construire un pays comme ça. Nous ne pouvons pas construire un pays dans la légèreté comme on est en train d'être, dans des conditions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes légers et superficiels dans nos raisonnements. Regarde, écoutez les propos de M. Katumbi. Écoutez les propos de M. Katumbi. Moi, je ne suis pas contre lui, mais regardez écoutez ce qu'il dit. Il dit non, l'UDPS s'est battu longtemps, les postes doivent revenir à l'UDPS, c'est eux qui... Non, M. Katumbi. M. Katumbi, ce qui a tué ce pays, c'est justement ça. Nous avons la politique et la gestion de l'État. Ce sont deux choses totalement différentes, M. Katumbi. Vous ne pouvez pas, monsieur, venir gérer l'État seulement parce que vous avez été militant. Non! Dans la gestion de la République, il n'y a pas du militantisme. Dans la gestion de la République, il y a le patriotisme, la connaissance, l'amour du pays et le savoir. Vous ne pouvez pas, alors pas du tout, gérer le pays parce que vous êtes beau. Comme l'UDPS a gagné le pouvoir, il faut donner le poste à l'UDPS. Non! Il faut donner les postes aux compétents. Nous sommes un pays qui ne sait pas consommer ses propres intelligences. Malheureusement, c'est ça le mal du Congo. C'est ça le mal du Congo. Je vous pose une petite question. Comment voulez-vous imaginer que nous avons des ingénieurs au Congo pour qui l'État a payé les frais? C'est-à-dire l'État a payé les études pour ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont 60 ans, ils ont 70 ans, il y en a qui ont 50 ans. L'État, ils ont pris l'argent de l'État. L'État a Tanguy Bango, l'État les a scolarisés. Ils ont eu la bourse. Ils ont eu des stages. Ils sont allés étudier à l'étranger.
avec les frais de l'État. Maintenant, aujourd'hui, au lieu qu'ils travaillent, non, vous les laissez parce qu'ils n'ont pas de connotation politique. Mais est-ce qu'on est sérieux vraiment? Est-ce qu'on est sérieux? Ça dit même l'État ne sait pas consommer ses propres produits à lui. Vous avez les militaires. Ils sont allés dans l'école de formation, logés, entretenus, protégés, vêtus, gardés par l'argent de l'État. Mais maintenant qu'ils finissent les études, au lieu de les embaucher, de les occuper, non, vous les laissez comme ça. Et quand on va gratter un peu, oh non, pourquoi vous les laissez? Non, parce qu'ils ne sont pas de l'obédience de tel général, de tel colonel, parce que celui-ci ne peut pas aller parce que son frère... Mais est-ce qu'on est sérieux vraiment? Et l'argent de la République alors, vous en faites quoi? Donc c'est comme une mère qui dévore ses propres filles. C'est comme un cochon qui dévore ses propres fils. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sérieux. Parce que nous n'arrivons pas. Regardez, au Congo, nous sommes le seul pays au monde où le chef a des conseillers qui n'ont pas les niveaux. Nous sommes le seul pays dans le monde. Je veux dire peut-être en Afrique. C'est pareil en Afrique. Comment pouvez-vous imaginer que celui que je suis censé conseiller a plus de connaissances sur la matière dont je suis censé le conseiller? Est-ce que vous imaginez cela? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que celui qui est censé être mon conseiller, je suis plus que lui dans la matière en question? Et si nous essayons de voir, c'est mon ami, c'est mon cousin, il a été avec moi dans tel autre secteur. Mais à un moment donné, je me dis, mais est-ce que nous sommes sérieux? Chers frères, chères sœurs, ce pays ne pourra jamais se développer si nous n'avons pas la conscience collective. La conscience collective, c'est d'abord la connaissance de notre propre existence. Nous sommes un peuple pour faire quoi? Quelle est notre vocation? Nous sommes appelés à faire quoi? Pourquoi sommes-nous en Afrique et pourquoi nous sommes placés au cœur de l'Afrique? Ce sont des questions, c'est vrai, difficiles, mais importantes pour tout développement. Aucun peuple ne s'est développé comme ça, se poser ces questions-là. Nos politiciens sont superficiels. Quand ils gèrent la République, ils la gèrent vraiment dans toute légèreté. Dans toute légèreté. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ils n'ont pas l'essence républicaine, ils n'ont pas l'essence d'État. Il faut juste les écouter parler. Il faut juste les écouter parler. C'est-à-dire, pour eux, la question de l'État, c'est une question très facile, quoi. On peut même blaguer avec. Vous allez dans le ministère de l'Industrie. Dans le ministère de l'Industrie, vous posez la question, qui est le conseiller technique du ministre? On vous dit non, c'est sa soeur, sa cousine, son frère. Mais attendez 2 secondes. Son frère, quelle formation a-t-il? Oh non, il est pharmacien. Oh, quelle formation il a? Oh non, c'est un pédagogue. Mais qu'est-ce qu'un pédagogue fait dans le conseil technique d'une industrie? Dans l'industrie, on n'enseigne pas. Non, dans l'industrie, on a des formules. Dans l'industrie, on a des projets. Vous pouvez être pédagogue, mais vous êtes autodidacte, je suis d'accord. Vous êtes dans le ministère de la Santé. Mais conseiller technique du ministre. Mais ce conseiller technique ne peut pas être pédagogue. Non, il ne peut pas être agriculteur. Ça ne doit être qu'un médecin, un technicien. À la limite, un technicien de laboratoire. Ça doit être quelqu'un qui pense la philosophie de la médecine, qui comprend ce que ça veut faire, ce que ça peut nous apporter. Et cette personne-là n'a pas besoin d'être au même parti politique que le président. Nous, ce qui a été mal, c'est que depuis très longtemps, la politique avait tout détruit dans ce pays. On a tout politisé, même les secteurs techniques, nous les avons politisés. On ne peut pas construire un pays dans le désordre comme cela. Au bureau du président de la République, par exemple, les conseillers ne doivent pas être des profanes. Non! Quand on dit que je suis conseiller du président en matière de sécurité, mais vous devez avoir une longue vie dans la sécurité. Vous devez connaître les secteurs de la sécurité, les renseignements et tout. Vous devez le savoir ça. Vous devez avoir géré quelque chose, ou avoir publié sur quelque chose, ou avoir des connaissances suffisantes sur la question. Mais vous ne devez pas parachuter comme ça, pouf. Oui, maman commis, conseiller en matière de sécurité ou conseiller en matière juridique. Pour être conseiller juridique, il faut d'abord être avocat, juriste. Quand vous êtes juriste, c'est déjà un acquis. Mais pas n'importe quel juriste. Nous devons avoir un gouvernement des érudits. Quand je dis érudit, les gens pensent que érudit, ça veut dire lettré. Non. Ne confondons pas. Érudit ne veut pas dire quelqu'un qui a beaucoup étudié. Érudit veut dire quelqu'un qui est illuminé. Quelqu'un qui a des nouvelles idées, quelqu'un qui voit l'avenir. Ce sont ceux-là, moi je les appelle encore des prophètes scientifiques. Ils voient l'avenir, ils savent voir. Comme moi maintenant, je suis déjà en train de dire au président, monsieur le président, faites très attention, le projet de 100 jours commence à accuser des défections terribles. Je peux vous le dire aujourd'hui, demandez encore une étude d'évaluation.
Faites encore des éprouvettes. Il est temps de le faire maintenant. Pour essayer de voir l'importance de chaque couche. Il y a des effets Matela dans les routes que vous venez de faire. Et je le dis aujourd'hui, Monsieur le Président, dans 6 mois, si nous ne faisons pas attention, ces routes-là seront détruites. Dans 6 mois. Les études ont été très mal faites, on l'avait dit ici déjà. Les études ont été très mal faites. Il faut voir maintenant. Si vous passez par exemple à Sayo, vous sentez l'effet Matela. Vous sentez vraiment que ça commence un peu à bouger un peu. Parce que l'importance de la couche n'est pas suffisamment, je veux dire, comme on dit, résiduelle. Il est temps maintenant d'aller voir la question. J'en parlerai dans la deuxième partie pour donner encore mon point de vue sur la question. Je tire encore une fois la sonnette d'alarme. Faites un tour, Monsieur le Président, il est temps. Ça peut se réparer maintenant. Parce que la joie que les gens avaient sur les routes, ils continuent à l'avoir. Mais dans 6 mois, quand ça va se détériorer, les gens vont raconter à Ibimbongo. Cette joie sera courte et Badmarotomboka. Il est temps de jeter encore un coup d'œil. Faites un tour sur Sayo. Vous allez voir l'effet Matela. Faites un tour. Deuxième élément, nous sommes au niveau de la CENI. La CENI pose un problème sérieux maintenant. Le problème sérieux de la restructuration. Monsieur le Président, il est temps maintenant de mettre une commission en place pour essayer d'évaluer la question de la CENI. Nous avons la monture. Si vous la voulez, je vous la présenterai. Une monture que nous avons préparée uniquement pour la restructuration de la CENI. On ne peut pas continuer avec cette allure-là. Je ferme donc la parenthèse, c'était justement question de vous annoncer ça et on l'a fait. J'aimerais continuer un peu avec vous, toujours dans le cadre de l'homme politique congolais. Il est temps que l'homme politique congolais apprenne que le destin du Congo va se jouer, non pas parce que les autres nous font du mal, mais par la capacité qu'on aura à comprendre le problème. Nous sommes dans une phase très dangereuse. Les gens pensent que c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. C'est une étape la plus dangereuse. Si le président Félix échoue maintenant et que le pouvoir revient de l'autre côté, on tapera encore 20 ans. Il faut encore compter 20 ans. Ça veut dire parce que ces gens peuvent s'organiser de façon d'avoir à chacun d'entre eux 2 mandats, ça qui va faire 10. On sera dans les histoires de 20 ans et ça va être dangereux encore pour le pays. Nous avons 2 types de politiciens au Congo, 2 camps de politiciens. Il y en a ceux qui ne pensent qu'à leur ventre et d'autres qui ne pensent qu'au développement du pays. Mais ceux qui pensent au développement du pays sont moindres. Ceux qui pensent à leur ventre sont nombreux. Et ceux qui pensent à leur ventre sont partout. Ils sont dans l'opposition, ils sont au pouvoir. Il est temps maintenant que le président de la République imprime son leadership afin que l'on trouve des solutions dans ce pays. Nous devons bannir les comportements inutiles que nous avons dans ce pays. Il faut le bannir. Il faut vraiment bannir ça si nous voulons changer. Lorsque vous suivez les propos des autres sur le ministère, vous allez vous étonner. C'est-à-dire des gens qui vous disent Naïna la ministre, mais vous lui dites, on va la ministre, on va régler l'île. Oh, on n'invente pas la roue a déjà été inventée. Si on n'invente pas la roue, alors cette roue est mauvaise, il faut la changer. Changeons de roue parce que celle-ci n'est pas mauvaise. La classe politique congolaise brille d'une précarité, vous n'avez aucune idée. Regardez la légèreté dans laquelle... En fait, à l'époque, je ne sais pas si c'est parce qu'on était jeunes ou quoi, mais à l'époque, quand un ministre parlait, c'était quand même la personnalité. Mais aujourd'hui, j'ai entendu à la télévision un homme dire ce qui m'a demandé Kabila, Tokosu Kawapi. Nani avait la puissance, c'est comme on a Kabila. On a entendu ça, quelqu'un dire ça. On a entendu ça ici dans ce pays. Un ministre d'État. Prenez les capacités, pas les capacités morales, non. Mais il prend la longévité d'un homme, il dit non, mouton des fois de politiciens congolais. Et c'est des gens comme ça que nous allons suivre. Non, pourquoi? Pourquoi on suivra des gens comme ça? Vous avez entendu ici, on demande au Premier ministre de ne pas remettre les criminels, les aventuriers. Moi, je vais vous dire un élément. Ce que je ne comprends pas dans ce pays, et ça, je ne comprenais toujours pas avec M. Kabila. Comment ça se passe? Regardez. Un ministre qui a échoué dans l'hydrocarbure, lors du prochain remaniement, vous trouvez ce ministre qui a échoué dans l'hydrocarbure, vous le retrouvez dans la santé. Et quelques temps après, il n'est pas à la santé, mais vous le retrouvez encore comment on appelle na mine. Je me dis, mais c'est pas possible. S'il a échoué dans A, pourquoi pensez-vous qu'il va réussir dans B?
On va dire non, il faut lui donner une seconde chance. Pourquoi être dans un régime de seconde chance? Je ne peux pas accorder la deuxième chance lorsque tout le monde n'a pas encore eu sa première chance. Donnons à tout le monde la première chance. Comme ça, on pourra revenir à la deuxième chance. Il n'y a pas des gens qui sont nés comme ça pour gérer le pays, non. La gestion du pays doit être réservée aux initiés, aux gens qui connaissent l'affaire. Pas aux excités, aux gens qui racontent leur vie. Nous sommes au Congo ici, on pose la question à un ministre. Un ministre se plaint en disant non, mais d'abord on lui dit comment faire pour régler les problèmes de l'éducation nationale. Pour régler les problèmes de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà les propos du ministre. Non, il faut la carte des étudiants. Oh. Il faut d'abord que les étudiants aient une carte. Et puis après c'est quoi? Après c'est rien. On comprend tout de suite que quand quelqu'un vient gérer le pays, il vient avec son idée. Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais faire? Et les réformes ne tournent pas autour des idées, mais les réformes tournent autour de comment je vais trouver les moyens de vivre. Et c'est là le comble. Nous devons changer ce pays. Nous devons le transformer. Mais on ne peut pas le transformer avec nos idées rétrogrades. Nous allons redresser ce pays avec la connaissance. Je vais terminer avec un exemple, un cas. Je prends le ministère de l'EPSP. Parce que c'est un ministère qui me tient à cœur. Il y a l'EPSP, il y a la justice. Ce sont les deux ministères, moi personnellement, qui me tiennent à cœur. On ne peut pas blaguer avec ces deux ministères-là. Parce que de l'autre côté, vous avez l'éducation. De l'autre côté, vous avez la sanction. Et c'est ce qu'il faut pour ce pays. Le fouet et la carotte. Je suis au niveau du ministère de l'EPSP. Comment voulez-vous avoir un ministre de l'EPSP pendant 10 ans? Alors je veux dire 10 ans, il y en a même qui ont fait 13 ans dans le ministère. Mais comment il peut nous expliquer, techniquement, qu'un enfant qui a étudié depuis la première année jusqu'en 6e des humanités, il a eu pour langue officielle, d'abord langue officielle, langue d'enseignement, cours d'option, et je sais pas moi, c'est quoi encore, cours de section je crois, cours d'option et cours de base, le français. Mais un élève quitte l'école, il ne sait pas parler français. L'enfant quitte l'école, ne sait pas s'exprimer en français. Il ne sait pas tenir une discussion en français. L'enfant quitte l'université, quitte l'école, mais ne sachant même pas composer. Tout a été détruit. Mais comment on peut se prévaloir d'être ministre? Comment on peut? Comment arrive-t-on à dire ça? Alors du coup, l'école est devenue un distributeur de diplômes. On ne fait que distribuer des diplômes aux gens. Distribuer des diplômes aux gens, c'est hypothéquer l'avenir d'un État. C'est fabriquer des faibles qui vont détruire le pays. Et aujourd'hui, nous nous étonnons que certains licenciés aient du mal à écrire. Mais nous avons tous ces lacunes-là. Mais si nous avons des lacunes, pourquoi avons-nous des lacunes? Comment vous imaginez que quelqu'un qui a fini l'université ne sache pas écrire? Mais ce n'est pas sa faute à lui, non. C'est la faute à tout un système. Comment et pourquoi on lui a donné le diplôme? Pourquoi? Entre l'État et l'élève, il y a un seul rapport. C'est la compétence. L'État te donne un diplôme sur base de ta compétence. Donc, si tu n'es pas compétent, l'État ne te donne pas le diplôme. C'est tout simplement ça. Le diplôme, c'est quoi? C'est une présomption de la connaissance. On estime, on présume que tu as le niveau. Après avoir fait un test, on sait. Ministre dans ce pays, je vous dis, mesdames et messieurs, d'abord, les écoles, au niveau de l'école primaire, l'évaluation, le test d'évaluation, je le mettrai en 4e année. Ça sera ça d'abord. Test d'évaluation, rédaction, dictée, calcul mental et calcul écrit. On va le faire déjà au niveau de la 4e année primaire. Parce que moi, je ne comprends pas. Un élève qui ne sait pas lire, qui ne sait pas résumer un livre, je vous dis, si je suis ministre de l'EPSP, je ne lui donne pas son certificat, il ne passe pas des classes. Point barre. Parce qu'il faut faire un forum avec les parents, et les professeurs. Il faut leur poser la question, que voulez-vous? Est-ce que vous voulez que vos enfants passent des classes sans rien dans la tête, ou vous voulez que vos enfants soient formés? Parce qu'il faut décourager d'abord les parents. Parce qu'il y a aussi les parents qui vont corrompre les professeurs. Il y a des parents qui vont corrompre les professeurs. En disant quoi? Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cerveau bien fait de votre enfant?
ou l'argent que vous perdez. Parce que si vous voulez que votre enfant soit formé, acceptez de perdre de l'argent. Mais il y a des mécanismes à mettre en place pour réussir l'éducation des enfants. En ce qui concerne par exemple matière Wana, mesdames et messieurs, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas vous donner tous les détails. Parce que c'est un travail fait depuis 10 ans. Je ne fais que ça. Je ne fais que penser à comment on peut réussir à éduquer nos enfants. Comment on peut réussir à restructurer cela. Et à faible coût, s'il vous plaît. À faible coût. Mais je suis convaincu que nous réussirons à le faire. Si nous voulons, bien sûr. Parce que regardez, en 4e année, un test d'évaluation pour que vous puissiez aller en 5e et en 6e. Primaire. Parce que je dois être convaincu qu'un élève de la 6e est capable de me résumer le livre de Zamenga Batukezanga avec ses propres mots, mais vraiment bien. Ça, c'est de 1. De 2, et il peut me faire une lecture. Dans n'importe quelle page, il ne sera pas bloqué. Parce que moi, j'ai fait des tests ici. Des étudiantes de l'IFASIC, des étudiantes de l'UPC, même de l'UNIKIN. Au Fungolé le journal, Ndeko, c'est humiliant. En 3e année, au Fungolé le journal. En 2e licence, au PC document, Tanga. Mais je vous dis, c'est compliqué. Mais entre-temps, il revendique 60%. Il revendique 70%. Moi, j'ai obtenu mon diplôme avec 55%. Quelle honte. 55%. Mais quand je me rends compte qu'il y a des gens qui ont obtenu leur diplôme avec 70%, s'il vous plaît, mais incapables de vous lire un livre, incapables. Il vous dit, ah, maintenant comprendre un go, bon, on attend. Non. Non, mes frères. Nous devons réussir à construire ce pays. Si nous pensons à l'avenir de nos enfants, pensons aussi à qui nous allons placer dans le secteur directeur. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, avec toute humilité possible, Monsieur le Président, ne tombez pas dans le piège de la politisation de tout. Les fonctions ministérielles, je suis d'accord, elles peuvent être politisées, mais pas les secteurs techniques. S'il vous plaît, pour la technique, mettez des gens qui connaissent la technique. Mettez des gens qui connaissent la technique. Si cette personne se trouve au PPRD, prenez cette personne-là. Si la personne se trouve dans la FDC, prenez cette personne-là. Nous avons besoin que la compétence parle, que les partis politiques se taisent un peu, d'abord la technique et s'aliment. Il y a tellement de choses à dire, mesdames et messieurs, mais le temps est donc compliqué. On ne peut rien d'autre. Mais nous nous battrons jusqu'à la fin. Nous nous battrons jusqu'à la fin pour que ces choses changent. Mesdames et messieurs, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des révélations à faire sur les infrastructures, le 100 jours du président. Permettez-moi de le faire tout à l'heure, la deuxième partie. Suivez-moi. Puisse Dieu vous bénir, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a bacha balina kale. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.